Après, un autre outil qui est très souvent utilisé, donc on en a deux, on va tous les deux parler de tension, parce qu'on va avoir un ressort ou alors un fil. On va commencer par le ressort. Il faudra faire attention de ne pas confondre justement la tension du ressort avec la tension d'un fil, même si elle s'appelle pareil, c'est une tension. Et tension pas au sens électrique, hein, tension au sens j'ai tendu quelque chose. Donc tension élastique d'un ressort. Et cette tension, on va pouvoir la définir en fonction de votre ressort. Alors, le ressort, il a deux extrémités. Jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. Un ressort, c'est un petit machin qui est enroulé sur lui-même. Il y a une extrémité à droite, une extrémité à gauche. Donc, on a un point de fixation. Alors, fixation, je vais le mettre entre guillemets, parce que ce point de fixation, on pourra très bien supposer qu'on le secoue et donc il ne fera pas fixe, mais c'est dans l'idée l'endroit où on a accroché le ressort à autre chose. Notez 1. Et puis le point où vous mettez votre masse, un point M, où on a accroché la masse qui correspond à notre système. Et c'est sur elle qu'on va regarder l'action du ressort qui correspond à notre système. Bon, et c'est sur elle, on va le mettre, sur elle que s'exerce la tension notée T du ressort. Bien. Alors, on va essayer de faire des petits schémas pour essayer de voir à quoi correspond notre ressort. Donc on a le point de fixation A, et votre ressort, c'est un machin qui est enroulé comme ça, hop, voilà. Et vous avez le point M. Alors là, votre ressort est aussi défini par sa longueur. Ici, si on prend la longueur qui est ce qu'on appelle la longueur à vide, c'est la longueur naturelle du ressort. S'il n'y a aucune autre interaction, vous laissez votre ressort comme ça, il va se mettre à cette longueur-là. Donc votre ressort peut être à sa longueur à vide, mais vous pouvez aussi décider de l'avoir étiré un petit peu. Ok, donc on arrive comme ça. Et si on l'a étiré, vous avez que sa longueur est supérieure à la longueur à vide. Que fait un ressort quand vous l'étirez? Le ressort, il va tirer à l'inverse. Si vous essayez de l'étirer, il va s'opposer à cet étirement. Donc, la tension du ressort va être dans ce sens-là. Quand vous avez L qui est supérieur à L0, la force que le ressort exerce sur le point M essaye de ramener le point M vers le point de fixation. Si au contraire, vous comprimez votre ressort, comme ça, vous avez L qui est inférieur à L0, et le ressort qui est comprimé, il va essayer de repousser le point M. Le point de fixation, on le suppose, fixe, et ça veut dire que le ressort va essayer de pousser dans l'autre sens. Donc vous avez votre ressort qui exerce une force qui va être comme ça, vers la droite. Donc, les deux comportements, si le ressort est étiré, il va tirer M vers A. Si le ressort est compressé, il va
repousser M, donc dans la direction opposée, repousser M vers l'extérieur. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de modéliser ça simplement. En plus, vous savez que plus vous comprimez votre ressort, plus c'est difficile de continuer à le comprimer. C'est-à-dire plus la force que vous devez exercer devient importante. De la même manière, quand vous l'étirez, si vous l'étirez beaucoup, il y a un moment où ça peut casser. À ce moment-là, vous êtes sorti de ce qu'on appelle le régime élastique du ressort. Mais la plupart du temps, si vous l'étirez 2 fois plus loin, il faut exercer une force 2 fois plus importante. Donc on a une force qui va être proportionnelle à la différence de distance entre L et cette longueur à vide L0. Et il faut quelle est la bonne direction. Alors quand vous avez un ressort, on va introduire un vecteur unitaire sur ce ressort qui va toujours du point de fixation vers le point M qui vous intéresse. Donc ce vecteur unitaire, par exemple, ici, il est dans ce sens-là. Là, je vais de A vers M, donc le vecteur unitaire, il est vers la droite. Là, je vais de A vers M, le vecteur unitaire, il est toujours vers la droite. Vous voyez que la force peut changer de sens selon que vous êtes en train de pousser ou de tirer sur votre ressort. En revanche, le vecteur unitaire, il va toujours du point de fixation vers le point sur lequel vous exercez la force. Donc là, on le fait toujours dans ce sens-là. De nouveau, ce vecteur unitaire, si on se place en coordonnées polaires, par exemple, il va gentiment, avec A au centre du système, il va gentiment être donné par le vecteur ER. Après, si vous avez certains axes, vous vous débrouillez, il faudra réfléchir, savoir si c'est EX ou moins EX, selon que votre ressort il est dans un sens ou dans l'autre sens, ça dépendra de l'exercice. Bon, donc, on va avoir que notre tension, elle va devoir être proportionnelle à ce vecteur unitaire. Proportionnelle, pourquoi? Parce qu'elle est sur la même direction, et le sens peut changer, et donc le signe du truc qui est devant peut changer. Ça va dépendre de la différence de distance, L moins L0. Et puis, il va y avoir forcément un facteur de proportionnalité, ne serait-ce que d'un point de vue dimensionnel, ça c'est une distance, une force, c'est pas une distance, c'est une force, et donc il faut déterminer la constante qui va être en newton par mètre, donc en force par unité de distance. Réfléchissons pour voir si ça, vous voyez bien que par contre ce truc-là, c'est si vous allez 2 fois plus loin par rapport à L0, il faut tirer ou pousser de manière 2 fois plus importante. Donc ça c'est bien l'aspect linéaire qu'on aime bien avoir parce que ça permettra de simplifier pas mal les calculs et avoir des équations différentielles gentiment linéaires. Reste à savoir si on est dans le bon sens. Si L est supérieur à L0, ça veut dire que L moins L0 est positif. Ça veut dire que K fois L moins L0 est positif. Parce que quand on introduit une constante, on introduit toujours positive. Ça veut dire que T est dans le même sens que U. Or, T est dans le sens contraire. Donc, il me faudra un moins ici. Bon. On pourrait se dire, ouais, mais enfin bon, là, je me suis débrouillé pour que ça marche sur le premier exemple. Est-ce que ça marche sur le deuxième? Sur le deuxième, L est plus petit que L0. Donc, L moins L0 est négatif. Ce qui veut dire que moins un truc négatif, c'est positif. Et donc, U et T sont bien dans le même sens. Donc, ça fonctionne. Donc, l'équation du ressort, c'est toujours moins KL moins L0 fois U. Restera simplement à savoir quel est votre U. Et U, ça pourrait être du moins EX, par exemple, selon que vous êtes en train de regarder un ressort qui va dans un sens ou dans l'autre. Alors, si on regarde, si on fait un petit résumé de ce qu'on a eu, vous avez ce L0 qu'on appelle la longueur à vide, qui est caractéristique de votre ressort, et puis vous avez le K qu'on appelle la constante de raideur du ressort, qui est aussi caractéristique du ressort. Et ces deux-là, K et L0, définissent entièrement l'effet du ressort sur M.
Alors notez que si jamais on s'intéressait à ce qui se passe sur A, c'est exactement la même chose, sauf que c'est M qui devient point de fixation et du coup le U va être dans l'autre sens. Mais bon, il vous suffit d'avoir la constante de raideur et la longueur à vide pour savoir ce qui va se passer. Alors on va faire un petit exercice d'application directe. Exercice d'application directe. On va prendre un ressort. Alors les ressorts, hein, comme les petits machins ronds avec des cercles, très souvent c'est pénible à dessiner, donc on va prendre des droites comme ça. On met une masse petit m ici, et puis on met un deuxième ressort, comme ça. Et j'aimerais la force totale qui s'exerce sur ce point M, sachant que là, il y a une distance grand L, et puis du coup, on va définir l'axe des X dans ce sens-là. Donc là, je suis à la coordonnée X, et puis là, j'ai mon 0. Donc prenez-vous 2 minutes, et alors on va encore définir, là j'ai K1, L01, et là j'ai du K2, L02. Donc les caractéristiques de ces deux ressorts. Le reste c'est de la géométrie. Prenez-vous 2 minutes pour déterminer la tension exercée par le premier ressort et la tension exercée par le second ressort sur cette masse petit m. C'est bon, vous avez trouvé? Donc pour la recherche, pour écrire ce truc-là, il suffit de s'intéresser aux différentes quantités. J'écris de manière directe T1 et T2 en disant que, je reprends cette expression-là, j'ai un K1, j'ai un L01, j'ai un L1, la longueur du ressort dans le premier cas, parce que là ce qu'il faut bien préciser, c'est que la longueur L, c'est ça, et elle est toujours positive, ici la longueur L, c'est ça. Donc j'ai la longueur du ressort et puis la longueur à vide, mais j'écris toujours que c'est moins K1, L1 moins L01 fois U1. J'ai même pas besoin de réfléchir. C'est la formule, vous écrivez la formule, point barre. Vous avez déjà un demi-point pour ça en règle générale. Ici j'ai du moins K2, toujours moins K2, L2, moins L02, U2. Ça s'écrit toujours de la même manière. Maintenant, reste à réfléchir ce que valent L1 et L2. L1, il vaut quoi? L1, par définition, c'est la longueur du premier ressort, et vous voyez, c'est la position X, puisque j'ai mis le 0 ici. Donc L1, il est égal à X. Et L2, c'est la longueur du second ressort, c'est cette distance-là. Or, cette distance-là, c'est celle-là, moins celle-ci. Donc je me retrouve avec du L moins X. U1, c'est le vecteur unitaire qui va du point de fixation ici vers le point M. Bon, vous voyez que U1, c'est la même chose que mon EX. Donc, j'ai mon expression avec U1 qui est égal à EX. U2. U2, c'est celui qui va du point de fixation du deuxième ressort vers le point M. Et donc, U2, lui, il est vers la gauche. Comme ça. Et donc, U2, c'est moins EX. Donc maintenant, je peux remplacer ça là-dedans. Ça s'écrit moins K1 X moins L01 selon EX. J'ai remplacé L1 et U1. Et l'autre, il s'écrit moins K2 L moins X moins L02 selon moins EX. Donc, si je le remets ensemble, moins avec le moins, ça fait du coup du plus K2, L moins X, moins L02, selon EX. Donc, il faut toujours séparer l'écriture de la formule, qui est tout le temps la même,
tout le temps, marquez le vous, encadrez le vous, c'est tout le temps la même chose. 2, l'expression dans le système de coordonnées qui est choisi pour l'exercice avec les coordonnées choisies pour l'exercice, qui, elle, peut changer le signe, tout simplement parce que votre U2 ici, c'est moins EX. Donc faire attention à ce genre de petits détails, mais si vous appliquez, mais vraiment bêtement, directement la formule, qu'à chaque fois vous faites l'effort de vous marquer la longueur du ressort, ça vaut quoi, le vecteur unitaire qui me donne le sens du ressort, du point de fixation vers le point qui m'intéresse, ça donne quoi dans le système de coordonnées. Après vous êtes tranquille, vous ne pouvez pas vous tromper avec un truc pareil. Donc c'est vraiment complètement direct. Alors, après la tension du ressort, on va parler de la tension d'un fil. On peut, alors les deux tensions se notent T, parce que T, tension, ça commence par un T. Dans les deux cas, c'est relié à la même, au même type de raisonnement, parce que quand vous tendez un fil, quand vous tendez un ressort, il y a cette même notion de si vous arrêtez d'exercer cette force, il va se passer quelque chose, ça va claquer, il va y avoir un petit bruit, quelque chose. Donc cette même notion de tension, mais l'expression n'est pas du tout la même. En particulier, pour la tension d'un fil, on n'a aucune expression correspondante. Donc on va quand même supposer un certain nombre de choses. Donc pour un fil inextensible et parfaitement flexible, et sans masse, enfin bref, c'est un fil idéal, ça n'existe pas en pratique, mais on va pouvoir approximer déjà pas mal de choses grâce à ça. La tension T est selon l'axe est dirigé selon l'axe du fil. Alors pourquoi est-ce que ce que je dis ici est important, notamment le parfaitement flexible? Parce que si vous prenez une barre de métal, elle n'est pas parfaitement flexible. En première approximation, on va pouvoir, parce qu'on va utiliser des pendules avec des barres de métal, et pouvoir dire que c'est presque un fil, mais en fait, quand vous exercez une force dessus, vous pouvez avoir une tension qui va pas être forcément dans l'axe de la barre de métal, et donc ça peut faire apparaître des bizarreries, des incohérences par rapport à ce que vous connaissez généralement pour les fils. Mais pour un fil parfaitement parfaitement flexible, si vous mettez le point de fixation de votre fil au niveau du point O, et que vous allez regarder le point M ici et la force qui s'exerce là-dessus, la tension va toujours être dirigée selon l'axe du fil et vers le centre, et donc votre tension T va s'écrire moins la norme de T selon ER. Votre fil, étant donné qu'il est parfaitement flexible, si vous lui appuyez dessus, il se recroqueville et vous n'aurez plus de fil tendu, donc vous ne pourrez plus parler de tension du fil. En revanche, si vous tirez, là il y a une tension, le fil va avoir toujours la même longueur et la force qu'il va exercer va être plus ou moins importante selon ce qui va être accroché, selon ce qui va se passer de l'autre côté. Elle va s'adapter, mais la seule chose que vous puissiez dire pour sûr, c'est que votre tension est dirigée selon le vecteur ER. Donc ça, c'est le point important de la tension. Et puis, attention platane, tension de ressort et tension de fil n'ont rien à voir. Donc si vous avez un fil, ne me sortez pas une constante de raideur qui de toute façon n'apparaît pas dans l'énoncé, parce que ça vous arrangerait bien d'avoir une expression explicite. Là, il va falloir accepter de vivre avec un truc
dont la seule chose que vous connaissiez, c'est sa direction. Alors il y a quand même une contrainte forte, c'est-à-dire que le fil, il peut pas s'opposer à une compression. Si vous comprimez le fil, bon, il n'y a plus de tension. C'est comme si elle n'était pas là. Par contre, si vous tirez dessus, il empêche l'extensivité de votre fil. Il peut pas s'étendre plus loin dans votre système.